Welcome everybody. Bienvenue à tous. Nous allons avoir des discussions significatives pour apprendre beaucoup de choses grâce aux initiatives des intervenants, pour voir les pratiques et les décisions mises en place dans différentes régions du monde. Et moi, je pourrais participer à l'initiative pour l'Afrique et je vois qu'il y a un accélérateur d'innovation et de création de valeur. Bon, nous sommes là aujourd'hui pour discuter avec des personnes qui ont des initiatives concrètes reconnues par le Forum Paris pour la paix. Et on va chercher à comprendre l'aide apportée par la technologie dans les pratiques agricoles. Il faut savoir que les communautés concernées ont leurs traditions et parfois la technologie évolue très rapidement. Bon, nous allons voir les différentes perspectives de la conversation qui pourraient nous aider, à nous aider tous à améliorer ou à adopter certaines pratiques dans nos différentes activités professionnelles. Ces technologies, peut-être l'IA, l'imagerie par satellite, nous avons des services de conseil avec des connaissances et des pratiques agricoles locales, mais on veut le déploiement à plus grande échelle de ces pratiques agricoles. Nous avons vu beaucoup de pilotes, c'est très bien, il faut apprendre, mais nous verrons un vrai impact avec le déploiement à plus grande échelle au bénéfice des agriculteurs et de tous les systèmes de vie. Nous avons vu beaucoup de résultats améliorés grâce à une approche pilotée par les données. Parfois, les acteurs n'ont pas les équipements nécessaires. C'est un défi. Alors, nous allons voir les possibilités aujourd'hui. Qu'est-ce qui peut être adopté? Qu'est-ce qui peut être cité comme référence? Nous aurons 2 tours de table. Chaque intervenant va expliquer ses pratiques et ensuite nous allons présenter des questions précises. Et nous espérons vous laisser un peu de temps pour vos questions à vous. Ce sera en fin de séance. D'accord? Bon, allons-y. Alors, d'abord les présentations. Rosa Altizen-Rossel est directrice générale de l'agriculture et de l'élevage au ministère de l'Agriculture, de l'Élevage, de la Pêche et de l'Alimentation au gouvernement de Catalogne. Cette semaine, j'ai appris ce que vous êtes en train de faire et j'aimerais bien en apprendre plus. Pourriez-vous nous parler plus de la production agricole durable? Très bien, merci. Bonjour à tous. Nous voudrions remercier le Forum de Paris pour la paix de cette invitation et nous sommes ravis d'être un des projets sélectionnés à vous présenter. Alors, la production ou l'initiative de production agricole durable est un nouveau système innovateur sur lequel nous travaillons depuis 4 ans. Et pour la première fois, lorsqu'on parle de durabilité dans le contexte agricole, c'est la première fois que l'on voit exactement de quoi il s'agit. Comment quantifier, comment mesurer la durabilité? La durabilité est un mot que l'on entend souvent, mais comment mesurer la durabilité? C'est la première fois que nous travaillons avec cette approche et nous visons une certification. Et la durabilité ne concerne pas uniquement l'environnement, mais également la durabilité sociale et économique. Ce sont les 3 paramètres essentiels à cette approche durable. Le système s'inspire du système SAFA de la FAO
et nous l'avons adapté au contexte catalan. La certification est dans deux secteurs, c'est pour l'agriculture et l'élevage. Vous avez plusieurs types d'agriculteurs qui peuvent certifier. Nous voulons que les agriculteurs catalans puissent être certifiés, mais il faudrait que ce soit une certification à l'échelle mondiale pour témoigner de la durabilité de nos agriculteurs et de nos terres. La certification concerne la numérisation des données, mais l'outil de base est un calculateur de la durabilité. Nous avons un algorithme, nous l'avons créé, et ce calculateur fournit les informations aux agriculteurs pour qu'ils puissent évaluer la durabilité de leurs exploitations. La conclusion principale, c'est qu'à la fin du processus de certification, nous tenons en compte les paramètres relatifs à l'environnement et également des facteurs spécifiques à l'air, à l'engrais, l'utilisation de produits phytochimiques, la consommation d'énergie et des apports des matières. Et nous tenons compte du domaine humain, de l'environnement social. Et bien sûr, il faut tenir compte des aspects économiques parce que si vous n'avez pas de durabilité économique perçue par l'agriculteur, vous n'aurez pas de durabilité du tout. Peut-être que plus tard, je pourrai vous expliquer un peu plus en détail le système de certification, mais avec toutes les techniques adoptées par les agriculteurs et utilisées sur leur exploitation, ils ont un profil qui reflète leur niveau de durabilité. Nous avons trois types de classification. ABC, C, c'est l'agriculture classique. B, c'est un niveau intermédiaire. Mais nous donnons des orientations aux agriculteurs pour qu'ils puissent atteindre le niveau A. À chaque niveau du processus, ils apprennent ce qu'il faut faire pour améliorer leur niveau de durabilité. Depuis 2 ans, nous travaillons avec plus de 4000 exploitations. Nous avons réuni les informations afin que les agriculteurs puissent tester le système et évaluer l'utilité et les possibilités d'exploiter la durabilité à des fins économiques. Merci de ces propos liminaires. Alors, Parvinder est également entrepreneur. Lui aussi, il est dans le domaine de l'agriculture durable. Il est cofondateur d'une société qui s'appelle Wayfield Agricultural Technology et le produit vise à un déploiement à plus grande échelle des pratiques agricoles. C'est pour l'agriculture régénératrice. Alors, je suis Parvinder Kaunen, je suis directeur de Wayfield. Alors, nous sommes en Inde, alors nous avons de petits producteurs comme collaborateurs. Nous essayons de restaurer les pratiques régionales traditionnelles. Et nous avons un canal piloté par la technologie et par ce canal, nous proposons des services de conseil scientifique et des pratiques qui résistent à la pression climatique avec un temps de réponse rapide. Nous avons besoin de collaborer avec les agriculteurs dans tous les domaines. Il faut faire des démonstrations de l'activité de Wayfield afin de leur montrer l'utilité du programme et qu'ils l'adoptent. Alors, nous sommes là avec les petits producteurs. Et il faut savoir que ces producteurs ont des problèmes de commercialiser leurs récoltes traditionnelles. C'était principalement la matière brute, mais ils avaient du mal à trouver le bon marché, la bonne visibilité pour vendre leur production. Alors nous avons trouvé des marchés de qualité
il y a beaucoup d'importations, mais à l'intérieur de l'Inde, il y a des personnes qui avaient l'habitude d'importer des produits alimentaires de l'étranger, du Japon ou de la Corée du Sud, par exemple. Et maintenant, on a pu proposer ces matières brutes et nous avons créé les liens commerciaux pour ces récoltes traditionnelles. Et grâce à ces liens commerciaux, les producteurs gagnent plus d'argent et ont une valeur ajoutée à leur production. Au cours des années à venir, nous voulons lier la durabilité agricole à la modernisation. Il y a par exemple le marché des émissions de carbone parce que nous avons des pratiques qui résistent au climat et la santé du sol est un élément clé et nous voulons avoir un lien avec le négoce du carbone sur les marchés internationaux afin que les agriculteurs puissent en bénéficier. Nous avons d'autres pratiques, par exemple le financement climatique et d'autres activités relatives à ce financement climatique. Merci. Maintenant, nous avons encore deux intervenants et nous allons voir d'autres domaines d'innovation qu'il faut articuler afin d'avoir le déploiement à plus grande échelle de l'agriculture pour nourrir la planète. Alors, c'est une approche fondée sur les données, pilotée par les technologies. Alors, nous avons Driss Lalou-Kitan, qui est président directeur général de Ground Truth Analytics. Alors, c'est le projet GIS que vous avez. Pourriez-vous nous en parler? Merci beaucoup, Facundo, et merci au Forum de l'invitation de venir ici pour présenter notre technologie. Je peux vous dire que le Forum de Paris remplit sa mission qui vise à créer des liens entre les personnes. Je suis ravie d'être là avec Racine au Sénégal, avec Facundo qui est argentin avec son lien au Maroc aussi. Et nous sommes étonnés de voir qu'il y a des liens avec avec différents acteurs et pour nous, ce Forum de Paris a vraiment rempli sa mission en créant ces liens. Nous sommes une entreprise de technologie basée à Cambridge, Massachusetts. Nous avons créé une espèce de profil numérique de l'agriculture, principalement en Afrique, mais nous allons plus loin maintenant. Et alors, nous voulons créer une infrastructure numérique où toutes les parcelles à travers le monde sont cartographiées. Nous savons exactement ce qui est cultivé dans chaque parcelle. Nous pouvons suivre l'évolution des récoltes et nous pouvons prévoir la maturité des récoltes. Nous collaborons avec de grandes entreprises telles que OCP afin qu'ils puissent individualiser leurs formules d'engrais utilisées par les agriculteurs. Là, il y a un double impact. D'abord, il y a une amélioration de l'impact sur l'environnement et encore plus important, il y a un rendement plus important au bénéfice des agriculteurs avec évidemment des répercussions économiques avec des bénéfices. Et je pourrais répondre à des questions. Merci. Alors, nous avons des informations, quelques informations de Driss et nous verrons plus tard. Et enfin, nous avons Racine Lee, qui est directeur de l'intelligence des données et gouvernance à l'Academia 2063. Nous avons déjà entendu Racine Lee parce qu'il a développé ce qu'on appelle African Agriculture Watch. Qu'est-ce que c'est? Voilà une bonne question. Merci aux collègues d'être là et merci au Forum de Paris d'avoir organisé cette table ronde. Je
reprend ce qu'on vient de dire. Nous voyons qu'on a maintenant une diplomatie scientifique. Alors, nous avons ce programme qui fait partie de l'Africa 2063. C'est une organisation à but non lucratif, organisation de recherche en Afrique de l'Ouest. Nous sommes basés à Dakar au Sénégal. Alors 2063 parce qu'il y a le lien à l'agenda 2063 de l'Union africaine. On peut dire que l'Académie 2063 est l'arme technique de l'Union africaine, bien que la coopération existe auprès de tous les gouvernements et de tous les pays africains. Mais nous avons la stratégie régionale aussi et tous les ans nous publions le rapport d'évaluation et de suivi adressé aux chefs d'État. Alors, AGUA, c'est le programme, le 4e programme que nous avons qui valorise les technologies émergentes, cela au niveau du continent africain. Lorsqu'on parle de technologies émergentes, il s'agit de l'intelligence artificielle et de données satellitaires ou géospatiales. Aujourd'hui, il serait impossible qu'un ministre d'Agriculture ou des Finances en Afrique puisse avoir des images détaillées, pixelisées sur la production alimentaire, ce qui rend très difficile la mise en œuvre des politiques. Mais bien sûr, l'élaboration et la définition de ces politiques seraient impossibles sans ces données. L'objectif serait d'éviter que l'on consacre tous nos efforts à la crise sanitaire suite à la pandémie de Covid, mais de voir la crise alimentaire. Nous sommes là sur le point d'avoir cette crise alimentaire, mais il était difficile d'avoir le personnel sur le terrain pour recueillir les données. Nous avons donc eu recours aux données satellites et des données géospatiales. Nous avons commencé par la République démocratique du Congo. Nous savions qu'il y avait des défis. Maintenant, nous avons 47 pays africains et 40 cultures qui sont incluses. Et nous avons les données au niveau pixelisé sur la production. À titre d'exemple, il y a quelques semaines, nous avons reçu un appel du ministre des Finances du Sénégal qui a demandé notre projection pour les graminées et parce qu'il fallait savoir ce qu'on pouvait garder. C'était pour les céréales et on a vu qu'il y a une tendance similaire dans d'autres pays, au Tchad, en Somalie, en Soudan du Sud. Merci. Merci. Nous avons différentes initiatives bien reliées. On fixe le résultat et une vraie transformation. Voilà le bénéfice de ces innovations. Et on a nos objectifs. On peut partager ces objectifs. Mais pour ce faire, et je reviens à Rosa ici, nous avons un défi au niveau des agriculteurs. Comment est-ce qu'ils peuvent accepter cette approche avec des données transformatrices pour modifier leurs pratiques au niveau de l'exploitation? Et en Catalogne, je suppose que vous avez le défi lié aux générations. Vous avez la génération traditionnelle et les nouvelles générations. Et peut-être que les données pourraient être la passerelle entre ces générations. Quelle est votre expérience là dans ce domaine qui montre des résultats effectifs et que l'on puisse partager avec d'autres? Oui. Bien sûr, lorsqu'on évolue vers ce type de transition, la première question des agriculteurs, c'est pourquoi faut-il suivre cette transition? Alors, ce que nous avons vu en Catalogne, c'est que pour la surface de production totale, il n'y a que 7%
de la surface est consacrée à l'agriculture biologique, 7% aux systèmes intégrés et 86% c'est la culture traditionnelle. Alors, un des piliers qui, à notre avis, serait utile pour faire participer les producteurs à cette évolution serait que l'on envisage tous la perspective de l'environnement. Bien sûr, il y a toujours la pression de la Commission européenne. Il y avait le pacte vert et de la ferme à la fourchette. Il y avait la réduction des produits phytosanitaires, plus d'engrais biologiques, moins d'engrais chimiques, etc. Mais les agriculteurs posent toujours la question de savoir comment faire. Est-ce qu'on peut nous aider? Alors, l'un des objectifs que nous avons en tant que gouvernement, c'est de soutenir nos agriculteurs, de les aider dans la mesure du possible afin qu'ils puissent effectuer cette transition. Parce que si vous n'avez pas d'alternative aux produits phytosanitaires, si vous n'avez pas d'autres options qui augmentent la production, vous n'atteindrez jamais les objectifs. Alors, pour nous, il faut soutenir les agriculteurs et il faut beaucoup de séances d'information, il faut une approche pédagogique, il faut dissiper les doutes ou les hésitations. Il faut être là avec les agriculteurs et les aider à résoudre les questions au moment où on se retrouve face à ces défis. J'aimerais me concentrer un peu là-dessus, parce qu'on est exposé aux technologies et aux personnes, parce qu'il faut bien évidemment impliquer les personnes. Donc, est-ce que vous innovez également? Est-ce que vous le mettez à l'échelle, ce programme? Ou comment pouvez-vous embarquer ces producteurs dans cette transition? Nous avons nous avons lancé ce projet il y a 5 ans, et maintenant que la technique est en place, elle est derrière nous, les piliers sont bien établis, les objectifs sont bien fixés. Donc, tout d'abord, l'utilisation d'outils numériques. Comme vous l'avez dit, les jeunes générations sont plus familières de ces outils technologiques. Le calculateur les aide à mieux comprendre tous ces processus, toutes ces technologies. Et pour nous, ce qui est essentiel, c'est de leur donner un accompagnement, leur procurer un accompagnement économique pour qu'ils saisissent les informations dans le système, qu'ils voient quel est le résultat, comment ils peuvent le suivre. Et ces 2 dernières années, nous avons investi environ 6 millions d'euros dans ces petits producteurs, des agriculteurs et les éleveurs, pour qu'ils se rendent compte à quel point il est facile pour eux de saisir les données, de les rentrer dans le système, voir quels sont les résultats et pour qu'ils puissent avoir une base de comparaison à l'avenir. Parce que si vous savez que vous êtes à un certain niveau et que tous les autres agriculteurs autour de vous ont fait d'autres progrès, vous savez que vous pouvez aller plus loin. Et donc, c'est un bon moyen d'avoir une base de comparaison. Donc, premièrement, il y a les outils technologiques et il y a deuxièmement des subventions ou plutôt des mesures incitatives. Cela nous aide. Et la compétition un peu entre les agriculteurs, oui, effectivement, c'est une bonne approche, innovante. Et Parveen, vous nous avez donné l'angle commercial pour avancer, mais l'implication des agriculteurs en Inde est également un défi. Mais là, vous gérez des millions d'agriculteurs. Et je parlais également à ce rôle de conseil que vous jouez pour ce réseau. Vous devez les embarquer. L'IA est là, elle aide à l'efficacité, mais vous avez également parlé du lien commercial, les mesures incitatives économiques associées à la résilience à long terme des pratiques agricoles. Je sais que je vous pose beaucoup de questions, mais pourriez-vous élaborer? Ces 5 dernières années, nous avons intégré des outils basés sur l'IA il y a 7 ou 8 mois.
Notre plateforme technologique est très basée sur la science. Et notre efficacité s'est améliorée grâce à cela. Les agriculteurs doivent prendre des décisions et se baser sur différentes options. Et les agriculteurs ne sont pas toujours en situation de prendre la bonne décision. Donc, que faisons-nous? C'est qu'on se sert des outils basés sur l'IA pour leur donner une réponse possible grâce à nos scientifiques. Et donc, cette information est envoyée aux agriculteurs pour qu'ils sachent quelle variété de graines ils doivent utiliser plutôt dans telle région, quels pesticides pourraient être efficaces, qu'il soit un produit chimique ou un produit organique. On envoie toutes ces informations aux agriculteurs. Et nous avons un autre programme. On a montré qu'avec l'aide de l'IA, quelle est la différence entre les différentes pratiques agricoles. Les différents types de dégradation des sols, par exemple. Les bénéfices des insectes qui peuvent apporter de la biodiversité, ce qui peut être très bon en termes de pollinisation, par exemple. Donc, dans la production vivrière, on se sert des outils basés sur l'IA. On se sert de cette expertise scientifique et ensuite on transfère cette information aux agriculteurs. Voilà pour ce qui est de la culture vivrière. Et sur les marchés, il est très intéressant de voir quels sont les résultats des récoltes dans différents domaines. Et il y a de nouvelles pistes avec de nouveaux produits. Par exemple, certaines personnes maintenant pensent beaucoup à leur santé. Et donc, il y a de bons produits qui se basent sur des besoins. Donc, il y a des cultures médicinales qui vont permettre de réduire le niveau de cholestérol, par exemple, ou des cultures qui vont se concentrer sur les maladies cardiovasculaires. Donc, cela sera bon pour nous, mais cela sera bon pour le monde entier. Donc, on se met en lien avec ces acheteurs. On leur fournit des cultures traditionnelles et on va trouver de nouveaux acheteurs. Et pour les acheteurs existants, on essaye de faire de la vente croisée en leur disant très bien, vous faites déjà cela, mais vous pouvez également tester cette autre culture pour ce nouveau produit qui est dans la même ligne de produits. Donc, si on explore toutes les pistes entre les cultures vivrières et le marché, on peut avancer. Notre gouvernement a également déployé différents programmes à destination des agriculteurs, par exemple des facilités de crédit pour les agriculteurs, des assurances pour les cultures de ces producteurs, des prêts procurés par les banques. Donc, ce type d'information est disponible. Il y a ce genre de programme procuré par le gouvernement plutôt. Mais l'objectif est que chaque agriculteur puisse prendre les meilleures décisions. Mais une couverture à 100% n'est pas possible. Donc, puisque nous sommes déjà connectés avec certains agriculteurs, parfois, on leur fournit des informations en leur disant très bien, le gouvernement a passé telle politique. Il y a donc de nouvelles choses en place. Et donc, grâce aux outils basés sur l'IA, on améliore l'efficacité des schémas agricoles et on transmet l'information aux agriculteurs. Donc, c'est un domaine dans lequel nous utilisons les outils IA, basés sur l'IA. Donc, voilà 3 domaines dans lesquels nous nous servons de ce type d'outils. C'est encourageant. On travaille également sur les pratiques agricoles résilientes au climat et on vise à promouvoir une meilleure santé des sols, moins d'irrigation, ou plus efficace en tout cas, et une meilleure qualité de l'air. Car il y a beaucoup de produits chimiques qui émettent du dioxyde de carbone ou de l'azote. Donc, on travaille également à la réduction des émissions.
Donc, on a un impact sur ces 3-4 secteurs grâce à ces outils basés sur l'IA et grâce à notre mécanisme existant. Donc, vous articulez un grand nombre de choses. Y a-t-il une coopération formelle avec le gouvernement? Ou est-ce que vous transmettez l'information de par votre connexion avec les agriculteurs? Dans quelle mesure y a-t-il un lien formel avec les politiques publiques? Et comment exploitez-vous ces bénéfices pour davantage de changements dans les pratiques agricoles? Tout d'abord, dans le domaine dans lequel nous opérons, nous travaillons avec des institutions gouvernementales, par exemple des universités, des banques et le gouvernement, afin que les agriculteurs puissent être en contact avec des institutions gouvernementales. Notre équipe a fait de ceci une réalité pour que les agriculteurs puissent bénéficier des politiques publiques en leur faveur. Il y avait une autre question? Non, je parle de la nature formelle de cette interconnexion. En Catalogne, c'est la même chose. Pour mettre des choses en place et faire en sorte que ce soit plus simple pour les agriculteurs, c'est essentiel. Donc, ce que vous faites déjà, c'est que vous transformez l'information. Il y a une nouvelle politique, ça peut être bénéfique pour vous, mettez-le en place. Mais ensuite, vous pouvez être le véhicule d'information pour des agriculteurs qui n'ont pas accès à toutes ces informations. Est-ce que vous opérez également dans ce vide? Oui, tout à fait, il y a un potentiel. Les producteurs en Inde, comme vous le savez, sont très nombreux. Donc, ce que fait notre équipe, c'est qu'elle lance le processus. Et ensuite, un lien se fait via le service gouvernemental. Et une fois que ce processus a abouti avec le gouvernement, eh bien, les producteurs vont être très efficaces. Et ces 2-3 dernières années, le gouvernement s'est beaucoup concentré sur les agriculteurs. Ils ont lancé de nombreuses initiatives pour tenter d'augmenter les revenus des producteurs, augmenter le rendement et augmenter ou réduire plutôt les risques liés aux événements météorologiques extrêmes. Wonderful. Merveilleux. Driss, nous n'allons pas reparler de football. On sait que l'Argentine est le champion du monde. On peut dire tout ce que tu veux, mais ce sont les faits. Ça dépend du championnat. Les plus grands, bien sûr. Oui, parce qu'on a eu un petit problème sur la question. Bon. Revenons aux leçons, aux enseignements de votre initiative. Vous avez forgé un partenariat avec des acteurs qui sont prêts à investir dans des solutions à destination des agriculteurs. Vous ne mettez pas en avant les technologies. L'objectif est d'utiliser la technologie comme il se doit. Certains disent « Ah non, on nous encourage trop à faire ceci, cela ». Mais vous avez parlé de OCP. OCP aide les agricoles à se saisir de la technologie de la bonne manière. Lorsqu'on parle de votre plateforme GIS, qui combine de l'imagerie satellite et des données de la part des parcelles agricoles, ce qui informe les producteurs et qui les aide à évaluer la situation comme il se doit. Quel a été l'impact observé sur le rendement des récoltes? Il ne s'agit pas de vendre des produits ici. Il s'agit d'améliorer les pratiques et les moyens de subsistance des agriculteurs pour qu'ils soient plus résistants. Et deuxièmement, quelles stratégies sont en place pour avoir des outils agricoles de précision comme ceux que vous développez et pour les rendre accessibles aux petits exploitants? Et comment veillez-vous à une adoption équitable dans toutes les régions? Car il pourrait y avoir une adoption asymétrique, ce qui rendrait la chose plus difficile pour certains exploitants et qui rendrait la chose plus inégale finalement. Je sais qu'il y a différents niveaux d'adoption de la technologie dans la région. Oui, tout à fait.
Merci Facundo. Oui, en effet, une fois qu'on a créé cette infrastructure numérique qui collecte des données de l'activité agricole, il y a plusieurs acteurs qui peuvent avoir accès à cette plateforme. Les agriculteurs peuvent l'utiliser directement ou en bénéficier indirectement. Donc, je vais commencer par la façon indirecte, parce que c'est la chose actuellement utilisée. Il y a OCP et il y a les gouvernements. Les gouvernements peuvent tirer profit de ces outils numériques parce que c'est une cartographie de toute l'activité agricole et vivrière. Celle-ci existe grâce à de l'imagerie satellite de qualité, des collectes de données sur le terrain de qualité et grâce à l'IA surtout. Maintenant, on peut monter à l'échelle et déployer cette technologie à très grande échelle. Donc maintenant, nous avons cartographié plus de 110 millions d'hectares que l'on peut suivre et on peut rafraîchir les résultats en 30 minutes. Donc l'échelle est énorme. Pourquoi est-ce important pour les gouvernements? Parce qu'ils peuvent planifier les politiques publiques agricoles sur cette base. Grâce à l'infrastructure, ils peuvent parler également de propriété foncière, des pratiques des agriculteurs qui vont ensuite façonner des programmes de formation, des programmes éducatifs pour les agriculteurs. Donc, voilà les bénéfices indirects. Outre les gouvernements, nous travaillons avec les banques qui peuvent extraire des données de cette plateforme et être plus informés sur les pratiques des exploitants et quelle est la disponibilité des crédits pour les agriculteurs. Donc là, on en revient au score de crédit. Et il y a quelque chose de merveilleux, un projet qu'on gère avec OCP Afrique. C'est de mettre un agronomiste dans la poche de chaque exploitant en Afrique. Donc, cela fait référence à ce que M. Comin disait un peu plus tôt. Nous suivons les choses grâce à l'imagerie satellite et on peut procurer des conseils aux agriculteurs durant toutes les saisons. On peut leur dire quand préparer la terre, quand il faut planter, semer. On va détecter l'état d'avancement des cultures. On peut dire aux agriculteurs d'appliquer les engrais. Donc, il y a vraiment un réel potentiel grâce à l'IA pour combler les lacunes. Autre point évoqué par M. Kumar, l'IA, aujourd'hui, peut faire tant de choses. Les connaissances en matière d'IA, l'éducation en matière d'IA peut être une problématique, mais l'IA peut nous aider à combler les lacunes. Les solutions de texte à message, message à texte peuvent aider les agriculteurs à dépasser ces lacunes d'éducation. Donc, il y a beaucoup de choses à faire avec l'IA. J'ai beaucoup de questions à vous poser, mais passons à Racine avant. Et ensuite, on aura un peu de temps pour davantage d'interactions. L'African Agriculture Watch, AGWA, utilise également l'IA et une plateforme basée sur des données satellites et aide les décideurs politiques et les agriculteurs à anticiper la sécurité alimentaire. Quel sujet! Car il ne s'agit pas d'y répondre, mais plutôt de l'anticiper et d'être proactif via l'adaptation, l'atténuation des impacts. De quelle façon votre plateforme veille à ce que les petits exploitants et les communautés locales puissent avoir accès aux données en temps réel?
Parce que parfois, elles sont disponibles, mais il faut combler les lacunes. Il y a tout le côté analytique et ensuite, il faut prendre des décisions sur le terrain. Donc, je ne sais pas, je me sens perdue quand j'entends toutes ces opportunités qu'il y a avec l'IA. Un exploitant avec 2 hectares qui a un revenu basé sur 2 vaches. Qu'est-ce qu'on ressort de votre plateforme? Je crois que les collègues en ont déjà parlé ici. On sait à quel point on peut se servir de l'IA et la mettre à l'échelle. Mais il y a une chose. Même si vous avez la technologie, que vous la donnez à un agriculteur, Driss a parlé de l'éducation quant à l'IA. C'est une chose. Les agriculteurs, en tout cas dans notre expérience, n'achèteront jamais quelque chose qui n'a pas fonctionné ailleurs. C'est un investissement bien trop risqué. Les ressources sont rares. Ainsi, nous devons veiller à ce que mon voisin ou le voisin de mon voisin a déjà utilisé l'IA et y a trouvé de la valeur ajoutée. Sinon, ce sera trop complexe pour eux et ce sera trop complexe pour nous de trouver de l'adhésion et au niveau de notre solution basée sur l'IA. Et il y a autre chose que je voulais partager avec vous. Parfois, on s'aperçoit que les gens disent qu'il faut davantage d'adhésion des agriculteurs pour davantage de numérisation. Mais en Afrique, on s'est également aperçu que les agriculteurs ont adopté l'argent mobile. C'est de la technologie. Pourquoi? Parce que c'est dans leur poche. Tout de suite, ils ont appris à utiliser les smartphones, les applications pour pouvoir faire des paiements, pour pouvoir se faire payer lorsqu'ils vendent quelque chose. Donc, on doit encourager ce type d'aspect. Comment créer cette échelle? Ce qu'on a fait à Academia 2063, c'est qu'on s'est dit on va apporter cette technologie au sein des organisations agricoles. On va les équiper avec les capacités nécessaires, les compétences nécessaires et les former. Et ensuite, ils diffuseront l'information. Donc, qu'a-t-on fait? On a veillé à ce qu'ils s'approprient ces produits et qu'ensuite, ils deviennent le pont entre ce que nous avons développé et les agriculteurs. Ce sera certainement compliqué d'aller voir un agriculteur et lui dire, voilà, j'ai une application qui suit les réseaux neuronaux de vos machines, etc., pour un meilleur rendement. Je suis sûre que j'ai perdu déjà toute la pièce. Donc, imaginez lorsque vous êtes un agriculteur. Donc, voilà la dernière lacune que l'on doit encore combler. Et on en a parlé le premier jour. On s'est aperçu que l'innovation n'avait pas à être sophistiquée. Comment transférer l'information et comment travailler avec les agriculteurs. Et j'aimerais aussi parler du point que vous avez soulevé d'atténuation et de réduction. D'atténuation et d'adaptation. Il faut déjà dire que les agriculteurs sont sur la carte. Et c'est ce que Driss disait, il faut un travail de cartographie. Il faut absolument qu'il y ait une existence sur les cartes et il faut investir dans des données appropriées parce que les exploitations, pour certaines, sont très petites. Alors, comment est-ce qu'on arrive à des mesures incitatives pour atteindre cet objectif? Eh bien, nous avons résolu ce problème. Nous savons comment mettre à l'échelle en Afrique. Les données ne sont plus un problème. On peut maintenant cartographier en Afrique. Quand il s'agit de l'atténuation et de l'adaptation, parfois on ne sait pas sur quel pied danser. Parfois on se dit que l'IA peut être un outil d'atténuation, mais il faut quand même s'adapter au changement climatique. Alors, au sein de mon organisation, nous avons travaillé sur la question de l'atténuation. Alors, il y a des rapports du GIEC, des promesses. Il s'agit de concepts, de cadres conceptuels, mais il nous faut des actions, par exemple, dans le domaine de l'agroforesterie.
comment est-ce que je peux faire des mesures? Où et comment? Est-ce que je peux savoir où et comment sont faits des efforts d'agroforesterie pour une transition? Est-ce qu'il y a pour savoir où il y a de l'optimisation de l'utilisation de l'eau, par exemple? Ce sont des indicateurs qui pourraient être mesurés grâce à l'IA. Et donc, il faudrait, pour l'agriculture africaine, cette utilisation conjointe à la fois dans le respect des objectifs du GIEC et de l'agenda africain. Donc, il y a une mesure de l'atténuation, mais aussi de l'adaptation. Et maintenant, nous mesurons l'adaptation systémique. Notre objectif est d'abord d'avoir des investissements ciblés, avoir des garanties minimales de retour sur investissement. Alors, comment est-ce qu'on change d'adaptation? Comment est-ce qu'on en fait un objectif auquel on aspire et qui attire les investissements? Alors, au niveau de l'initiative marocaine de AAA, cela pourra être réalisé, mais pour ce faire, il nous faut identifier des exploitants agricoles qui ont envie ou qui sont déjà dans cette démarche. Et c'est le plus important pour développer l'agriculture africaine et les innovations que vous évoquiez. Merci. Merci, j'apprends beaucoup et j'espère que vous aussi, vous tirez de grands enseignements de cette session. J'aimerais en profiter pour vous poser une question et j'invite l'auditoire à penser à des questions également. La question que je vais poser à présent, c'est que peut-on faire à partir de tous ces enseignements pour mesurer les retombées sur la planète? Et comment cela pourrait être fait pour les agriculteurs? Vous prenez toutes ces mesures. Donc, bientôt, nous pourrons mesurer les améliorations pour la nature, pour l'eau. Et donc, il y a des opportunités de mesure que l'on voit dans vos méthodologies, mais comment est-ce qu'on va faire pour que ces améliorations atteignent vraiment les agriculteurs? Alors, qui veut répondre à cette question en premier? Allez-y, lancez-vous. Alors, je pense que les agriculteurs sont les personnes qui travaillent directement en contact avec l'eau, le sol et l'air. Le champ d'application est si vaste pour l'amélioration de la qualité de vie des agriculteurs. Et par ces initiatives, il y aura une aide, une protection pour les agriculteurs, améliorer leurs pratiques de façon à ce qu'elles soient plus résilientes face au changement climatique, mais aussi plus durables. N'est-ce pas? Nous avons besoin de mettre en place ces systèmes qui soient bons à la fois pour les agriculteurs et pour l'environnement. Ce qui améliorera aussi la qualité de la production vivrière, car tout est interconnecté. Si un point d'achoppement est résolu, alors un point afférent s'améliorera aussi. Donc, il faut recourir à des processus naturels, par exemple plus de pollinisation. Et cela impliquera forcément, en conséquence, un moindre recours à des engrais chimiques, à moins de procédés mécaniques. Pour l'instant, les ressources dont disposent les agriculteurs sont plus nombreuses. Il y a plus d'engrais chimiques, mais en fait, les agriculteurs n'ont pas les connaissances scientifiques nécessaires pour tirer parti de tous les outils à leur portée. Donc, ce qu'il nous faut, c'est leur donner des outils pour avoir plus de biodiversité et lutter contre le changement climatique. Il faut augmenter la qualité des rendements, car nous savons que les produits chimiques ont des conséquences sur cette qualité et sur ces rendements.
Je pense qu'en commençant par résoudre les problèmes à la base, alors nous pourrons faire des progrès en général sur la qualité de vie des agriculteurs, sur les pratiques agricoles. Nous amènerons à un changement significatif. Pour l'instant, il y a encore des points négatifs, mais les retombées négatives de l'activité agricole seront diminuées par ces changements à la source. Voilà mon analyse. J'aimerais ajouter un point. L'année dernière, des événements climatiques extrêmes ont été vécus en Catalogne, une sécheresse extrême en 2023 par exemple. Nous avons aussi vécu des précipitations particulièrement fortes. Ces 5-6 dernières années, les événements météorologiques extrêmes se multiplient et on va d'un extrême à l'autre du spectre climatique. Et donc, il me semble essentiel d'en tenir compte pour l'avenir de notre planète, parce que nous avons constaté qu'il y a des sécheresses extrêmes, des précipitations extrêmes, et donc les pratiques agricoles vont nous aider dans la prévention de ces problèmes liés au surplus ou à un manque de précipitations. Il y a eu des situations absolument dramatiques. La production a fortement diminué en Catalogne aussi. Donc, il me semble que la réalité du changement climatique n'est plus à démontrer. Elle est très claire. Et les agriculteurs ont un rôle très important à jouer pour la gestion des terres et de la planète à l'avenir. Donc notre stratégie quant à la production et la gestion agricole durable, elle est fondée sur la science, sur des certifications gouvernementales. Nous avons passé 4 ans à travailler en collaboration avec des chercheurs du monde scientifique, donc sur les sujets de la biodiversité, des engrais, de l'utilisation des pesticides, de l'énergie, des sols. Il y a eu une forte érosion des sols en Catalogne. Et en travaillant en collaboration avec les chercheurs, nous avons réfléchi à tous les axes d'amélioration de ces sujets. Nous avons également mesuré l'empreinte sur l'eau, l'empreinte carbone, pour être à même de faire face activement au changement climatique. Et grâce à cette approche, nous pouvons fournir à nos agriculteurs les points d'informations sur lesquelles ils doivent se concentrer, leur expliquer quelles sont les priorités, parce que ce sont les personnes qui sont les gardiens de notre terre. Donc il faut bien les informer. Alors je vais maintenant donner la parole à l'auditoire. Y a-t-il des questions? Oui, allez-y. S'il vous plaît, soyez bref dans votre intervention. I'm CM. I'm not sure if you could hear this. Yeah. Bonjour. I'm sorry. I'm a little bit nervous. But excusez-moi, je suis quelque peu nerveuse. I'm right now studying in Sciences Po. Je suis actuellement étudiante en développement international à l'école Sciences Po. No worries, you're doing well. Oh my God, it's horrible. Ne vous inquiétez pas. Toutes mes excuses, c'est vraiment difficile. You will enjoy it a lot. Mais vous êtes à Sciences Po, allez-y. Profitez de la situation, parlez français, nous sommes en France. So, like the social, I'm just wondering the social aspect of the. Je me pose juste des questions quant à l'aspect social, aux aspects sociaux de la durabilité. Comment voulez-vous aider à autonomiser les femmes à partir des outils et des données d'IA, notamment dans le domaine agricole? Il y a un grand nombre de femmes agricultrices dans le monde et elles sont notamment à la tête de petites exploitations agricoles. Y a-t-il d'autres questions?
We are taking the questions and we go around then. Nous prenons toutes les questions. N'hésitez pas. Oui, bonjour. Je m'appelle Claudia, je suis aussi étudiante à Sciences Po. Et je suis actuellement en stage à Helen Keller, qui est une ONG qui mène à bien des programmes de nutrition en Afrique et en Asie. Et je travaille donc pour cette ONG qui traite de l'agriculture durable et de l'autonomisation des communautés locales et des petits exploitants agricoles. Et je me pose des questions. Il semble que toutes vos approches sont presque complémentaires, en fait. Et elles traitent différentes étapes de la production vivrière. Alors, ma question porte plus sur ces étapes préliminaires, l'étape préliminaire qui est la cartographie. J'aimerais bien savoir quels sont les principaux obstacles institutionnels ou les obstacles que vous avez rencontrés et identifiés, je ne sais pas, dans les domaines politiques, des différents quant au territoire, tout type de problématiques, je ne sais pas moi, de corruption et bien d'autres. J'ai fait quelques recherches sur la corruption récemment et je suis très intéressée par le sujet, donc je me demande... Alors, je suppose que ce n'est pas simple du tout à réaliser. Quels sont les obstacles que vous rencontrez? Une autre question dans la salle. Oui, merci. Yes, thank you. Hi, my name is Marius. I'm the third student from Sciences Po. Merci, je m'appelle Marius. Je suis aussi étudiant à Sciences Po. Alors, ma question est liée à mon expérience. J'ai travaillé pour un ministère allemand l'an dernier, un ministère lié à l'agriculture, et je me posais des questions. Il y a de nombre de questions quant aux lobbies dans le domaine de l'agriculture, des lobbies conventionnels, le rôle zéro de pression dans les pratiques agricoles durables, et il y a tant à faire dans ce domaine. Et aussi une forme de backlash de la part de tous ces groupes de pression qui veulent œuvrer plutôt dans la continuité de pratiques classiques d'agriculture. Oui, y a-t-il d'autres questions? Non. Très bien. Alors, nous pouvons proposer des réponses, 1 minute chacune. Je vais commencer par ce côté-ci de la table. Il me semble que vous êtes plus familier avec le contexte institutionnel. Alors, nous parlons des aspects sociaux, des stratégies de transition. Nous parlons non seulement de l'environnement, mais aussi des personnes, des exploitants agricoles. Mais il y a aussi la question, au-delà du social, du genre et des aspects à l'avenir. Les barrières, les obstacles qui existent. Et alors, il n'est pas question que d'un seul acteur, certains acteurs sont peut-être plus intéressés, ont plus d'intérêt à ce que des changements se produisent. Alors, allez-y. Oui, nous avons parlé de la définition de la durabilité ce matin, dans la session de ce matin. C'est une forme de résistance qui est donc liée à la question de la durabilité. Qu'est-ce qu'on peut dire par durabilité? C'est quelque chose qui est prédéfini peut-être? Est-ce que c'est quelque chose qui tient compte des réalités africaines? Eh bien, en fait, c'est une très grande question et difficile d'y répondre. Après les recherches que nous avons menées au sein de l'Academia 2063, nous nous sommes rendus compte que rien n'est défini et que c'est une question d'équilibre entre la productivité, la résilience et l'inclusion. Et l'inclusion est aussi liée à la question de notre collègue de Sciences Po. En fait, dans un contexte de recherche, nous avons mené à bien un projet, notre collègue dans la salle pourra vous en dire plus. Nous avons réalisé qu'il nous fallait changer notre méthodologie de projet. Quand il est question d'exploitation agricole dirigée par des femmes, il y a des retours sur investissement qui sont bien plus élevés, des rendements qui sont plus élevés. Donc, les résultats, les productions
sont meilleures et ce sont des données corroborées par l'IA et par des recherches que nous avons menées. Donc, nous avons commencé à rassembler réellement des données qui montrent, je suis désolée messieurs, que ce système fonctionne mieux lorsque les femmes sont réellement incluses. Et je terminerai par parler de la question des personnes qui sont utilisées comme des symboles ou des gestes symboliques. Donc, on a parlé de foresterie et d'émissions carbone, mais si on décidait de faire une évaluation du bilan carbone de chaque aspect de notre activité, on pourrait vraiment définir un marché entier. Alors c'est assez complexe comme concept, je ne suis même pas complètement sûre de ce dont je parle actuellement. Mais je pense que le fait d'avoir un calcul symbolique, même s'il n'a pas forcément une valeur de marché réelle, cela peut nous aider à mieux comprendre les interactions entre les systèmes de production et de culture vivrière. Donc je pense qu'il y a une valeur à ce processus. Oui, Driss, merci. Donc, je ne peux que aller dans le sens de ce qui a été dit. En Afrique, l'agriculture est portée par les femmes. La plupart des exploitations agricoles sont dirigées par des femmes. Et c'est aussi pour cela qu'elles sont plus efficaces. Elles ont plus d'expertise en la matière. Donc on ne peut absolument pas parler d'agriculture en Afrique sans cibler la question des problématiques liées au genre, ou plutôt l'absence de problématiques. Et en effet, il existe des programmes qui aident à l'autonomisation des femmes en tant qu'entrepreneurs. Et alors le groupe OCFE Afrique est à la tête de file de ce mouvement. Et alors passons à la question de l'étudiant numéro 2 de Sciences Po, pour ainsi dire. La cartographie. Alors le premier élément dont il faut tenir compte, la cartographie se produit en fonction de l'aval ou non des gouvernements, parce qu'il nous faut obtenir des images satellites. Donc que l'on aime cette situation ou pas, c'est pareil. Et donc cela fait quelque peu partie de votre question. Donc si on a l'opportunité de réaliser cette cartographie, on a accès à des données critiques pour un gouvernement. Prenons un pays comme la Côte d'Ivoire, par exemple. 30% du PIB, il me semble, est lié à la pratique agricole. Donc, si on a accès à cette cartographie des exploitations, on a accès à ces données. J'ai eu ce type d'échange en Côte d'Ivoire, justement. Même si la cartographie n'est pas réalisée, les commerçants, par exemple, le groupe de pression lobby du chocolat, vont le faire. Et ils vont le faire s'ils ne l'ont pas déjà fait. Et je suis sûre qu'ils l'ont déjà fait. Alors, je suis désolée si cette déclaration porte un peu à polémique, mais je pense qu'ils l'ont fait. Donc c'était le premier aspect de la question. Autre obstacle que j'ai identifié, c'est la transparence. Il y a des dynamiques intéressantes qui entrent en jeu. Alors je ne vais plus donner des noms de pays pour se le faire, mais il existe des dynamiques assez intéressantes quant à l'identité des personnes qui bénéficient des données. Ou non. Donc, par exemple, imaginons un gouvernement qui veut augmenter la production de riz de tant de pourcents. Imaginons que la personne dans ce pays est en charge des statistiques.
Pardon, je serai bref. Is those ministers. So Donc, they have an incentive Donc, to si ces ministres, en fait, inflated data on the production. ont finalement tout intérêt à proposer des chiffres qui sont revus à la hausse, eh bien, ce n'est pas toujours le message qui est soutenu par les gouvernements et les États. C'est un peu le message que je reçois de la part de certains pays. C'est ce qu'on voit sur les chiffres qui sont calculés sur Excel ne correspondent pas à la réalité du terrain. It's happening whether we like it or not. Et c'est une situation qui se produit, qu'on le veuille ou non. Sorry for cutting, but we are out of time. Toutes mes excuses pour cette interruption, mais nous arrivons au terme de la session. Alors, Yes, Rosa, une maybe intervention start en 30 secondes peut-être. Yeah, I'm just going to be very quick. Oui, je serai très brève. Pour ce qui est de la question liée au genre, comme je l'ai déjà mentionné, notre projet et notre certification tient compte d'un volet social. Donc, il y a les points liés à la qualité, à l'égalité plutôt, et à l'égalité de genre. Et à notre sens, c'est un point essentiel pour améliorer la durabilité, l'égalité de l'emploi pour les femmes et les hommes, entre autres. Ce sont là des points très importants pour la durabilité. Et donc, une remarque de conclusion par rapport à la dernière question sur les lobbies. Alors, il est très choquant pour nous tous de constater que le lobby du bio s'est opposé aux mesures de durabilité que nous avons proposées. Et c'était un choc complet parce que, au niveau gouvernemental, notre objectif, c'est d'avoir des systèmes de production durables. Le fait que ce soit bio ou non, ce n'est pas le critère déterminant. Donc le fait qu'il y ait une opposition à la durabilité, c'était étonnant. Et il était très étonnant que les oppositions viennent du lobby bio et non pas du lobby conventionnel. Oui, pour ce qui est des obstacles institutionnels, certaines institutions sont faites pour résoudre des problématiques données, mais en réalité, elles ne résolvent pas les problématiques. Elles donnent l'illusion de le faire. Des États mettent en place des tests à un coût nominal. Mais ce qui se passe, c'est que des agriculteurs produisent des cultures particulières et ils se préparent dans le temps, ils préparent le sol de leur exploitation, mais que s'est-il passé dans le cas auquel je pense? Le temps prévu par les agriculteurs n'a pas été respecté. Au final, les agriculteurs ont été obligés de vendre leurs semences en temps et en heure parce que ces produits n'ont une durabilité limitée dans le temps. Et cela dépend aussi des conditions climatiques. Donc, si de grandes entreprises n'ont pas agi en temps et en heure, alors il n'y a pas pu avoir les mesures prévues. Donc, ce type de situation est très lié à la politique gouvernementale et à l'institution, mais en réalité, il n'y a pas d'effet concret. J'apprécie le fait de prendre la parole comme modérateur, donc j'apprends beaucoup de choses. Je fais partie d'une ONG qui s'appelle Ambition Loop, qui aide à la transformation et à apporter du changement. Donc, cela me donne l'occasion de vous remercier pour tout cet apprentissage aujourd'hui. Il nous faut quitter la salle à présent. Je m'excuse pour cette interruption des conversations.